Le face-à-face. Et je crois que vous l'aurez compris, c'est un petit peu la colonne vertébrale de cette émission. Les libertés, l'épreuve du siècle, une enquête planétaire sur la démocratie dans 55 pays. C'est une étude de la Fondation pour l'innovation politique que dirige Dominique Régnier, que nous recevons tout de suite et qui est disponible sur le site internet de la Fondapol. Bonjour. Bonjour André Berkoff. Dominique Régnier, bonjour. Et je voudrais commencer, magnifique enquête, passionnante sur justement où ça en est et dans 55 pays. Et je voudrais commencer par cette phrase de Raymond Aron que vous avez mis en exergue à votre étude. Je crois que tout est toujours en question, que tout est toujours à sauver, que rien n'est définitivement acquis et qu'il n'y aura jamais de repos sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Effectivement, rien n'est jamais acquis. Et je rappellerai cette phrase très connue de Winston Churchill, la démocratie le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Il faut s'en rappeler. Oui, enfin, la phrase de Raymond Aron, elle est magnifique en elle-même parce qu'elle donne à penser. Et au fond, elle résume très bien l'inquiétude qui traverse notre étude et qui en a suscité la conception. Le 21e siècle, nous y sommes depuis plus de 20 ans. Oui. C'est peut-être le siècle qui va voir la disparition de la démocratie, l'attriction des libertés. La démocratie telle qu'on la connaît. Telle qu'on la connaît, ouais, et la remise en cause des libertés. Et je ne veux pas prononcer une phrase comme ça qui serait ronflante et qui aurait pour effet de capter l'attention, mais on a toute une série de raisons de penser, en observant le monde, que la liberté n'est plus celle qu'elle était, que les libertés ne sont plus celles qu'elles étaient, pour des raisons, parfois de très bonnes raisons, mais à la fin quand même, il y a moins de liberté. Et ainsi, peu à peu, on voit se défaire quelque chose qui n'est que le résultat d'un très long processus historique et d'une très grande fragilité. C'est ça, vous vous rappelez très bien et que la démocratie est une fleur fragile, qu'elle n'est pas acquise, enfin c'est ce que dirait Raymond Aron. Mais ce qui est intéressant, d'abord je voudrais que vous me disiez comment cette étude a été faite, parce que vous avez l'initiative de cela, 55 pays, dans 45 langues je crois. Oui. Comment ça a été fait, élaboré, etc. Alors, l'enquête est donc déterminée par cette question que nous venons de rappeler. Ensuite, moi, j'ai souhaité que nous donnions des éléments objectifs, des éléments de mesure. Et donc, j'ai défini un périmètre de pays pertinents, 55 pays, avec des pays comme l'Inde, comme le Mexique. Comme de l'Inde au Liban. Voilà, absolument. Beaucoup de pays. Et pour ça, il fallait que je mobilise des ressources, évidemment. Donc, j'ai trouvé des partenaires qui sont d'autres fondations. Une fondation américaine, une fondation japonaise, argentine, brésilienne, allemande. Et nous sommes la Fondation pour l'innovation politique. Nous sommes la fondation leader sur cette enquête, c'est-à-dire que nous avons rédigé le questionnaire, nous avons ensuite rédigé l'analyse des résultats, la publication, et nos partenaires sont associés dans la diffusion de ce travail qui sera traduit, qui est déjà traduit en anglais, mais qui sera traduit aussi en espagnol, en portugais, en japonais, en arabe, pour commencer. Donc c'est un travail qui est destiné à activer dans le monde qui s'interroge sur l'avenir des libertés, le monde démocratique et même au-delà, parce que dans les pays où il n'y a pas la démocratie, chacun peut l'imaginer, on rêve de liberté, évidemment. Les rêves d'autant plus, on rêve de liberté qu'on n'en a pas. D'autant plus, vous avez raison, le goût de la liberté est plus affiné parce que, évidemment, on n'est pas né dedans. Bien sûr. Et alors justement, c'est très intéressant. Je voudrais savoir, quand vous avez fait justement les critères, etc., et on va parler ensuite du contenu, parce que le contenu est très parlant. Au fond, aujourd'hui, on pourrait dire d'un côté, vous savez, même en France, on parle beaucoup, est-ce qu'on est encore en démocratie? Vous avez vu que l'économiste a parlé pour la France de démocratie défaillante dans l'économiste. Ce que je veux dire, quels sont les critères aujourd'hui, Dominique Régnier, dont on peut dire, parce qu'il faut rappeler que ce pays est une démocratie, tel ou tel pays? Alors, les critères, c'est la possibilité que nous avons de nous exprimer librement. Ça ne veut pas dire qu'on ne se dispute pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de désaccords qui sont parfois farouches, mais on peut s'exprimer librement. Je crois que ceci est vérifiable. C'est jamais parfait, on est d'accord aussi là-dessus. La presse est libre.
Il y a la presse est libre, mais il y a les intérêts économiques, etc., etc. Nous sommes dans la réalité du monde. Et même chacun de nous qui avons des opinions, moi qui ai des opinions, j'ai aussi, sans le savoir, ou sans le savoir toujours, mes propres intérêts qui se mêlent à tout ça. Et c'est pour chacun la même chose. On a des préférences et des intérêts. Mais, et puis il y a la possibilité, bien sûr, de désigner ceux qui vont faire la loi, les représentants, qui vont nous gouverner, les gouvernants. Démocratie représentative. Voilà, nous avons des élections. Je sais que parfois on entend dire, oui, mais ça ne va pas, etc. Oui, il y a des motifs, on les enregistre, des motifs de critiques. Mais ces critiques, d'ailleurs c'est un aspect que nous trouvons dans notre étude, c'est extrêmement intéressant, c'est ce que j'appelle moi la critique démocratique de la démocratie. Vous avez une critique de la démocratie qui consiste à dire il faudrait un autre régime, un régime autoritaire. Ça c'est une version, c'est pas la version dominante, loin de là. Mais elle existe. Elle existe. Et vous avez une version très répandue qui est la critique démocratique de la démocratie. La démocratie étant considérée dans beaucoup de pays comme n'étant pas à la hauteur des principes sur lesquels elle se fonde. Et c'est donc une critique qui est saine, qui est nécessaire, absolument. Qui est je dirais la sève de l'idée démocratique. Tout à fait. Alors justement, de ce point de vue-là, vous traversez un certain nombre de pays, enfin vous en parlez, les inquiétudes, etc. Et comme par hasard, mais ce n'est pas étonnant, mais c'est très intéressant de voir que il y a plusieurs choses. D'abord sur les pays, la Chine, qui inquiète le monde démocratique, on va en parler, parce que la Chine propose, et vous le dites, son propre modèle. En disant, mais regardez, vous êtes défaillants, vous marchez pas, vous regardez l'Europe, ce que c'est devenu, regardez nous, nos croissances, etc. La Russie, évidemment, moins forte, mais etc. La Turquie, les États-Unis, la puissance prédominante. Mais est-ce que, effectivement, une grosse inquiétude dans votre étude, beaucoup de gens ont peur d'un retour de la guerre. Oui. Froide ou peut-être moins froide que cela. Non, la vraie guerre. La vraie guerre. La moitié de nos personnes interrogées, sur les 50 000 quasiment, craignent le retour de la guerre. D'ailleurs, c'est les Européens qui la redoutent le moins. Ça m'a beaucoup étonné, ça, parce que moi, je ne m'attendais pas à tous ces résultats. Que les Européens, nous qui avons une telle expérience de la guerre et de quelle guerre, on a l'air d'avoir oublié que la guerre était possible. Moi, ça m'inquiète quand je vois ça, parce que de mon point de vue, la politique, c'est la guerre aussi. Et donc, on voit bien que, par exemple, le niveau des dépenses dans le domaine de l'armement est considérable. On voit bien que les Chinois se constituent une armée très puissante, bien sûr, etc. Bon, on va pas refaire tout ça, mais ça m'inquiète un peu de voir que les Européens sont devenus à ce point convaincus que la guerre n'aura pas lieu. Est-ce que ce n'est pas parce que, comme Raymond Aron que vous avez cité, ils ont oublié que l'histoire est tragique? Absolument, absolument. Et beaucoup de nos compatriotes oublient cela, beaucoup de journalistes, beaucoup de politiques et de gouvernants. Moi, je ne trouve pas le sens de la tragédie de l'histoire dans les discours, les débats et même dans les décisions. Nous ne semblons pas capables de préparer la confrontation avec des événements aussi redoutables que sont les guerres, et qui existent, qui ne vont pas disparaître, et qui sont plutôt en train de faire retour quand on observe le monde du XXIe siècle. Et c'est une des surprises de votre enquête. Autre surprise très intéressante, en tout cas, autre point très intéressant dans cette enquête, vraiment qui est très révélatrice, le second chapitre, c'est de quoi les démocraties ont peur. Et la diversité culturelle est vue comme une source d'insécurité, alors qu'on nous a vanté pendant des décennies et plus le multiculturalisme, c'est ça qui amène la paix, la tolérance, etc., etc. Mais quand on lit cela, les gens, avec peut-être un certain bon sens, se posent des questions. Ils ne reconnaissent pas la diversité. Il n'y a pas d'hostilité à l'égard de la diversité, mais la diversité féconde qui crée des sociétés vivantes, apaisées et démocratiques, démocratiques, apaisées, vivantes, etc. Ça n'est pas ce qu'ils retrouvent aujourd'hui. Et donc, c'est plutôt l'idée d'une diversité qui se transforme en différence culturelle dans un premier temps, et ensuite en conflit sur les valeurs. Et des conflits fondamentaux. Par exemple, le droit de dire ce que l'on pense, le droit de se moquer de qui l'on veut se moquer. Oui. On sait bien qu'il est désormais remis en cause dans les démocraties. On se souvient, voyons la vie que mène Mila, les Charlie Hebdo, enfin on voit pas les caricatures danoises en 2008. Et la régression de la liberté d'expression. La régression de la liberté. On compare, si on parle que de la France, Dominique Régnier, vous le savez, la France de ce que publiait Harakiri dans les années 60-70, même sous De Gaulle, et aujourd'hui, on ne pourrait pas publier la moitié du quart du cinquième. On ne pourrait pas. Il y a une vraie régression de ce point de vue-là. Et c'est
assez largement, c'est triste à constater, mais il faut le constater, sinon on ne parle pas de la réalité, c'est assez largement la conséquence d'une influence, d'une interprétation politique, l'islamisme de la religion musulmane, qui pèse sur l'expression des opinions, le rapport à la religion, etc. Mais il faut ajouter qu'il en va de même de la question de l'égalité homme-femme. Oui. Il en va de même de la question du pouvoir laïque, puisque la pression de ce multiculturalisme revient à politiser, à refaire du théologico-politique en demandant au pouvoir de bien vouloir intégrer des éléments du religieux. Alors, dans ce que vous dites, et c'est vraiment, encore une fois, il faudrait tout citer, mais je renvoie les auditeurs de Sud Radio et tous à aller sur le site de la Fondapol pour vraiment, puisque c'est gratuit, vous l'avez dit vous-même, et tous vos études peuvent tout est gratuit, tout est disponible. Oui. Voilà. Et vraiment de regarder ce qui se passe dans cet idéal démocratique. Mais est-ce que, Dominique Régnier, justement, à l'issue de cela, est-ce qu'au fond, les gens ne sont pas prêts à accepter une certaine forme de démocrature? Vous savez, on a beaucoup parlé. Et pourquoi je parle ça? On parle sans prendre du tout parti ou autre, et tomber dans la polémique. Mais la gestion sanitaire, pas seulement en France, mais ailleurs, justement, est-ce qu'on ne s'est pas dit, et c'est vraiment le problème de la démocratie, oui, mais vous comprenez, c'est très bien la liberté, mais la santé et la sécurité, c'est peut-être plus important dans certaines périodes. Il faut savoir resserrer les coudes et faire une certaine discipline, qui n'est peut-être pas l'idéal démocratique, mais enfin, voilà, il faut le faire. Nécessité fait loi. Est-ce que c'est un peu ça? C'est la question qui va se poser pour nous. C'est la question qui va se poser. Personne n'a envie de vivre à la chinoise, avec un régime qui contrôle vos vies sans rien laisser passer. Social, bon point, etc. Y compris qui a votre capital génétique, qui connaît votre capital génétique. Donc tout est sous contrôle et tout est sous surveillance. Personne ne veut cela. Mais on observe, y compris dans notre enquête, une forme de constat qui serait partagé par une majorité des personnes interrogées. Il y a une efficacité plus grande dans la gestion de la pandémie. Du côté des régimes autoritaires, ils pensent à la Chine, parce que la Russie n'y est pas arrivée. Oui, donc c'est la Chine, en fait. Il y aurait une efficacité plus grande que dans les démocraties, et commencerait à se manifester l'idée que on pourrait avoir moins de liberté, mais plus d'efficacité. Ça, malgré tout, encore aujourd'hui, dans l'enquête, c'est majoritairement rejeté. On ne veut pas moins de liberté si c'est pour plus d'efficacité. Mais Henri Berkoff, moi, c'est la question que je pose. Hein. Si nous n'arrivons pas à surmonter les problèmes dont nous parlons à longueur de journée, je pourrais ajouter le pouvoir d'achat, la question du prix de l'énergie. Je prends des choses très concrètes dont vous discutez. Les centrales nucléaires, etc. Sur la question du déficit, sur la question des prélèvements fiscaux, l'école, la qualité de l'école, enfin tous les sujets dont nous débattons, pas assez dans la campagne, mais enfin dans les débats publics, nous aurons à un moment donné une plus grande poussée du côté de cette opinion-là. Tant pis pour ce que nous appelions la démocratie et ses libertés. Nous préférons un système où on sera moins libre, mais au moins nous aurons les services fondamentaux, à commencer par la sécurité, une école supposée de qualité parce qu'elle sera disciplinée, et un régime de santé qui sera impeccable parce qu'il sera militaire. En gros, si vous voulez, il ne faut pas que la faiblesse des régimes démocratiques et les faibles compétences des gouvernants finissent par produire une opinion qui serait significativement favorable à une transition autoritaire. C'est la grande question, effectivement, des années à venir, on le voit, et pas seulement en France. Et justement, de ce point de vue-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui joue? Et pas seulement en France, c'est ce que la Boétie appelait la servitude volontaire, c'est la fabrication du consentement, vous savez, cette persuasion clandestine ou pas. Et il y a, parce que beaucoup de gens se plaignent, est-ce que dans l'enquête, c'est quelque chose que vous avez perçu? Une espèce de passivité, de résignation, de soumission, ou pas? Alors, pas du tout dans l'enquête. Et pour partager ça avec vous et vos auditeurs, André Berkoff, moi, quand l'enquête a été administrée entre 55 pays, entre la fin juillet et septembre 2021, moi, je ne savais pas ce qui allait sortir des machines. Mon idée était que nous étions plutôt dans la fin de la phase dure de la pandémie. Bon, il y avait encore des choses qui se passaient après, mais on ne pouvait pas le savoir. De toute façon, le plus dur était passé. Et je me disais, au fond, dans quel état vont ressortir ces citoyens? Voudront-ils plus d'autorité, plus de liberté, etc. Et il y a
une défense absolument unanime des libertés. Mais ça, pour le moment, ça nous sauve. Les peuples nous protègent aujourd'hui. Hein, mais il faut que les gouvernements protègent les peuples des défis auxquels ils sont confrontés pour éviter que ces peuples ne changent leur point de vue. Donc Absolument. Il y a cela, et c'est affirmé avec beaucoup de force et une quasi-unanimité. Je parle de 95%, 96%, 98% en faveur de la défense des grandes libertés que nous avons. Enquête rassurante, on se retrouve juste après ceci avec Dominique Régnier et l'étude de la démocratie dans 55 pays. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 55 pays, 45 langues, 47 408 personnes interviewées. L'enquête, effectivement, planétaire sur la démocratie dans 55 pays. Et ça s'intitule « Liberté, l'épreuve du siècle » et ça a été sur l'initiative de la Fondation pour l'innovation politique. Dominique Régnier, un des piliers, on le sait depuis quelques siècles, de la démocratie, c'est de la démocratie représentative. Hein, on le dit, c'est l'article 3 de la Constitution, le peuple, la démocratie par le peuple qui s'exprime en élisant, en votant pour ses représentants. Il y a aussi le référendum, etc. Et là, dans votre enquête sur le vote, et pas seulement évidemment en France et ailleurs, il y a quand même des choses très intéressantes, notamment sur les jeunes par rapport à... Est-ce que, en général, d'abord, est-ce que le vote aujourd'hui, parce qu'on voit les abstentionnistes, ne plus qu'en France, qui augmente d'année en année à chaque élection, est-ce que la vision, sur le point de vue sur le vote a changé ? Je crois que c'est en train de changer et nous sommes les seuls à poser cette question dans des enquêtes, en particulier des enquêtes, enfin d'une manière générale, sur les enquêtes internationales. Moi, c'est la deuxième fois en 4 ans que je pose la question et j'observe, c'est tout à fait étonnant, que 43% des 50 000, j'arrondis, personnes que nous avons interrogées, 43% pensent qu'il faudrait réserver le droit de vote à ceux qui savent de quoi ils parlent, à ceux qui connaissent les affaires. C'est énorme, 43%, c'est presque la moitié. Presque la moitié. Si je regarde André Berkov chez les moins de 35 ans, seulement, donc les jeunes, les Français de demain ou les démocrates de demain, c'est 52%. C'est l'idée que la politique, au fond, ne devrait pas permettre à chacun, c'est si on comprend bien la réponse à la question, de participer de la même façon que tous les autres à la liberté de choisir les gouvernants. Tout à l'heure, on disait, et je maintiens qu'on est attaché à la démocratie représentative, on est attaché à son droit de vote, mais on est moins attaché au droit de vote de l'autre. Et je pense que c'est une expression de la dégradation de nos relations et de la manière dont nous sommes en désaccord. On voit dans cette enquête par bien des items que la nature du désaccord se modifie, ça devient beaucoup plus conflictuel. D'ailleurs, on a un indicateur sur la défiance à l'égard de l'autre qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous faites confiance aux gens que vous rencontrez? C'est majoritairement, massivement c'est non. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir résoudre pacifiquement nos conflits? C'est massivement non. Donc, dans des proportions considérables, en tout cas. Et là, moi, je considère que ce rapport au droit de voter que l'on veut réserver à ceux qui savent, et j'imagine que celui qui répond ça, il se met dans ceux qui savent, évidemment. Sûr, il ne fera pas preuve d'un masochisme exacerbé. J'imagine, sinon il peut s'abstenir aussi. C'est plus simple. Eh bien, je crois que c'est une illustration du fait que je ne supporte plus le point de vue de l'autre, et mon idée est plutôt de l'amener à se taire que de discuter avec lui, parce que les modalités de l'échange ne sont plus régulées, et ça devient de plus en plus violent. Et alors ça, Dominique Régnier, c'est international. C'est international. Il y a des pointes. Par exemple, le pays record en la matière, ça peut intéresser nos auditeurs, c'est la Bulgarie. 76% des Bulgares pensent qu'il faudrait réserver le droit de vote à ceux qui savent. 76%. Je cite un pays de l'Union européenne, mais il y a 55 pays, et tous ne sont pas, évidemment, membres de l'Union européenne. Et en France, c'est combien? En France, nous sommes, alors je vérifie très vite, parce que, pour ne pas vous dire une bêtise, parce que ça fait quand même beaucoup de données. Alors en France, nous sommes à 23%. 23% en France, un quart, Chez les 18 ans et plus. C'est plus fort chez les jeunes. Et en fait, si on regarde, si on fait un peu au bout du compte, est-ce que quand même, justement, et c'est très frappant, vous dites ça dans votre introduction, Dominique Régnier, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, bon, ce n'est plus la guerre froide du URSS-USA, ce n'est plus le rideau de fer, etc., puisqu'on voit, et puis c'est un monde multipolaire, on ne va pas revenir là-dessus. En revanche, ce qui est frappant, c'est que aujourd'hui, comme hier, des démocratures ou des régimes autoritaires s'offrent en exemple.
C'est-à-dire qu'on pensait que la démocratie avait gagné, je parle dans les têtes, je parle pas partout, on sait que les pays démocratiques ne sont pas majoritaires, mais quand même, et que la démocratie avait gagné dans les têtes, et au fond, ces pays disent, regardez notre croissance, regardez nos résultats économiques, regardez le milliardaire, ou regardez le peuple, et c'est vrai que la pauvreté a diminué, il faut le dire, mais vous parlez de la globalisation, et vous dites, la globalisation, qu'on nous présentait comme cette mondialisation heureuse, peut menacer la démocratie. Oui, maintenant, oui. La globalisation, dans son apparition, pour faire vite, après la chute du mur de Berlin en 1989, l'invention du web en 1994, l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001, pour faire vite, c'est ça, en gros, ça a eu un premier effet qui était le triomphe des démocraties, parce que c'était le modèle démocratique, l'économie de marché, la liberté de circuler, de créer des entreprises, etc. La fin de l'histoire selon Fukushima. Absolument. Fukuyama, absolument. Et le résultat... Ça a été vrai pendant une première période. Mais le résultat qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une seconde phase où on a bien vu qu'en fait, les régimes autoritaires type Chine, Russie et quelques autres, à la différence des précédents régimes communistes qui étaient contre la démocratie représentative et contre l'économie de marché, les régimes autoritaires d'aujourd'hui, ils sont pour le capitalisme. Ils l'utilisent parfaitement et cette globalisation les enrichit comme jamais, leur donne une puissance que jamais ces régimes-là n'avaient eu. Et donc nous avons aujourd'hui, avec la globalisation, des ressources, des richesses qui viennent démultiplier la capacité de ces régimes autoritaire, et en particulier, parce qu'il faut bien insister là-dessus, de la Chine. Et donc la Chine va rester ce pays totalitaire sur le plan politique, où aucune liberté n'est reconnue à aucun de ses gouvernés, et de type capitaliste, alors un capitalisme d'État, sous la main du Parti communiste chinois, mais un capitalisme quand même, qui leur permet d'avoir un enrichissement colossal, et des moyens d'action à l'extérieur, des moyens d'avoir une armée puissante, une science performante. Ça n'a plus rien à voir avec la guerre froide d'autrefois. Et en plus, alors vous le dites aussi, et ça c'est encore plus intéressant, peut-être plus menaçant et plus préoccupant, c'est des moyens d'intervenir un peu partout dans les Absolument. pays, de guerre froide, guerre à bas bruit, etc. Absolument. Alors ça, André Berkoff, oui, c'est un autre aspect, effectivement. Ouais. On étudie, on pose aussi des questions sur la numérisation du monde, les plateformes, les réseaux sociaux. Tous les auditeurs savent ça par cœur. C'est fantastique parce que chacun peut s'exprimer. On le dit parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là quand même. Et c'est important. C'est très important. Et l'autre aspect qui est problématique, c'est qu'il n'y a plus de frontières qui empêchent quiconque veut, à part le numérique, de rentrer. Donc vous avez des pirates qui viennent parasiter nos systèmes politiques, nos campagnes électorales, nos services publics, des pirates russes. Truquer des élections. Russes, iraniens, turcs, chinois, pour prendre des principaux, et qui sont comme chez eux, puisqu'il suffit de hacker le système et vous rentrez dans un pays, vous rentrez dans l'administration, vous rentrez au ministère des Finances, au ministère de l'Intérieur, vous rentrez au ministère des Armées à travers la numérisation. La numérisation change la nature de la matérialité du monde et rend tous les systèmes pénétrables. Donc ces pays-là qui autrefois étaient tenus à la frontière, ils avaient quelques espions mais on les repérait assez vite, désormais sont un peu partout chez eux. Par contre, on peut pas aller chez eux par contre. Oui, ce sont des intranets fermés. Ils protègent Internet en Chine, alors, c'est pas du tout la même chose. C'est pas facile de pirater. Vrai danger, pour terminer juste en une phrase, Dominique Régnier, vrai danger pour la démocratie, ça, cette espèce d'infiltration massive, économique, numérique et autres. Il ne me paraît pas possible que dans le monde d'aujourd'hui, les démocraties résistent et survivent sans avoir, d'une certaine manière, récupéré leur capacité à affirmer l'existence de frontières, à contrôler les entrées et les sorties de toutes ces forces qui finiront sinon par emporter le régime. Merci. En tout cas, vraiment, allez-y sur le site de Fondapol, de la Fondation pour l'innovation politique. Enquête planétaire sur la démocratie dans 55 pays. C'est vraiment, vraiment un thermomètre, au bon sens du terme, une feuille de température, et ne jamais accuser la feuille de température quand on a la fièvre.